Une soirée somptueuse, une broche échangée, un secret que personne n'ose révéler. Bienvenue dans Contes policiers, je suis votre hôte, Adrien. Laissez un commentaire et partagez votre localisation, j'aimerais beaucoup la connaître. Vos commentaires rendent chaque mystère plus intéressant. Découvrons la vérité ensemble. Le soleil printanier filtrait à travers les hautes fenêtres du domaine Greenbriar, projetant de pâles rayons dorés sur le tapis perçant du salon. Pourtant, l'atmosphère à l'intérieur était loin d'être chaleureuse. Une tension fragile flottait dans l'air, telle la dernière note d'une symphonie inachevée. Au fond de la pièce, où le buffet en acajou trônait fièrement sous le portrait d'un ancêtre disparu depuis longtemps, Lady Winifred Marsh s'effondra dans un fauteuil à haut dossier, le visage tiré et gris. Dans sa main, délicatement épinglée, à un mouchoir en soie, se trouvait une broche, une pièce exquise en forme de lys bleu, avec un saphir au centre qui brillait comme un œil caché. Quelques instants plus tard, la broche tomba de ses genoux sur le sol dans un léger tintement. Le Dr Simon Relke, le médecin de famille, prononça son décès moins de 10 minutes plus tard. Lady Winifred Marsh, veuve du défunt Lord Edgar Marsh et pilier de la Société du Devonshire, avait organisé un week-end intime à Greenbriar pour des invités triés sur le volet. C'était le genre de réunion où la lignée familiale de chaque invité pouvait être retracée dans le Debrett's, et où la conversation dans le salon passait avec aisance de la diplomatie au Porto Vintage. Mais en milieu d'après-midi, toute cette civilité avait fait place à des chuchotements, des cris étouffés et la présence discrète de la police locale. L'inspecteur Frobisher, un homme trapu, doté d'un instinct sûr et d'une imagination limitée, conclut à une mort naturelle due à la fragilité cardiaque de la dame. Après tout, elle avait près de 70 ans et souffrait depuis peu de ce que le médecin avait qualifié de épuisement nerveux. Il n'y avait aucun signe de traumatisme, aucune effraction, aucun objet manquant. Rien, sauf un seul objet qui avait inexplicablement disparu du coffret à bijoux de la dame. La broche originale Blue Lily. Ce qui restait serré dans sa main, bien que de conception identique, était un faux. Une réplique bien faite, certes, mais un faux néanmoins. C'est mademoiselle Imogen Marsh, la petite nièce de Lady Winifred et héritière de sa modeste fortune, qui a été la première à exprimer ses soupçons. Elle était jeune, peut-être trop jeune pour un foyer comme Greenbriar, mais elle était vive, observatrice et n'avait pas peur de remettre en question ce que les autres acceptaient trop facilement. « Je sais ce que j'ai vu », murmura-t-elle à la gouvernante, Madame Hensley, après que le corps eut été emporté avec respect. Elle portait la vraie broche hier soir, et maintenant elle est morte, et celle-ci, elle désigna l'objet récupéré sur le tapis, est un faux. Quelqu'un l'a remplacé. Comme c'est souvent le cas dans les familles riches, titrées et héritières, rien ne se répand plus vite que le doute. Le lendemain matin, l'avocat de Lady Winifred était arrivé pour mettre ses papiers en sécurité, et les invités, autrefois liés par des sourires polis et des tenues de cérémonie, se regardaient désormais avec une suspicion à peine voilée. Le majordome du domaine, M. Kennard, signalait discrètement la disparition d'un bouton de manchette appartenant à M. Adrian Marsh, le beau-fils de la défunte. Une femme de chambre murmura qu'elle avait vu Mademoiselle Penelope Drake, une amie d'Imogen, venue lui rendre visite, se faufiler dans la galerie bien après minuit. Et le docteur Relke, malgré son apparence rassurante, s'était montré inhabituellement pressé de certifier le décès sans consulter le coroner. C'est Imogen elle-même qui envoya le télégramme « Urgent. Stop mort suspecte Greenbriar. Estat. Stop veuillez venir. Stop Imogen. » Marsh stoppe le destinataire de ce message, qui venait de rentrer après avoir résolu une série de vols à Vienne, n'était autre que M. Hercule Poirot. 2 jours plus tard, une élégante Rolls-Royce grise déposa un petit homme soigné, avec une moustache parfaitement cirée,
un manteau sombre sans le moindre grain de poussière, et un regard qui embrassait chaque recoin du domaine, avant même qu'il ait posé sa valise. Il resta longtemps devant le manoir avant d'entrer. « Mon Dieu !» murmura Poirot doucement, les yeux fixés sur la gargouille en pierre qui le regardait d'un air narquois au-dessus de la grande porte. Même l'architecture soupçonne un crime. À l'intérieur, il fut reçu par l'inspecteur Frobisher avec une politesse réticente. « Il n'y a rien à enquêter, monsieur. » « Une crise cardiaque, tout simplement. » Poirot s'inclina légèrement. « Ah, mais la simplicité de la conclusion, c'est toujours la première chose que je soupçonne, mon cher inspecteur. » Il retrouva Imogen dans la salle à manger où elle versait le thé d'une main tremblante et parlait à voix basse. Elle n'était pas bien, c'est vrai, dit-elle, mais elle était, comment dire, inquiète. Pas pour sa santé. Des gens. De la confiance. Poirot acquiesça lentement. Ce sont souvent les gens qui nous causent le plus de soucis, plus que les maux du corps, n'est-ce pas? Elle avait récemment modifié son testament, ajouta Imogen d'une voix encore plus basse. Je l'ai entendu dire à Madame Hensley que le sang seul ne suffisait plus. Je pense qu'elle avait l'intention de déshériter quelqu'un. Et maintenant elle est morte, dit Poirot doucement, et la broche, le vrai bijou, tout a disparu. Imogen cligna des yeux. Vous me croyez alors? Je ne crois que ce qui peut être prouvé ou réfuté. Il sourit, les yeux brillants. C'est pour cela que je suis ici. Poirot demanda aux invités de rester à Greenbrier jusqu'à ce que son enquête soit terminée. Sous couvert de courtoisie, il commença à les étudier. Adrian Marsh, le charmant beau-fils endetté. Mademoiselle Drake, douce mais secrète. Le docteur Relke, dont les notes sur la santé de Lady Winifred étaient d'une imprécision exaspérante. Et Madame Hensley, la gouvernante de longue date dont la loyauté semblait avoir ses limites. Chacun avait une raison de vouloir la broche. Chacun avait quelque chose à perdre ou à gagner de la mort de Lady Winifred. Mais qui, se demandait Poirot, avait non seulement le mobile, mais aussi l'esprit nécessaire pour orchestrer tout cela avec une telle précision. Il jeta un nouveau coup d'œil à la réplique de la broche, désormais scellée dans une enveloppe. Un substitut des plus curieux, murmura-t-il pour lui-même. C'est la psychologie de l'acte qui m'intéresse, pas le bijou, mais le message. Qu'essaie de dire le meurtrier? Hercule Poirot se tenait dans le long salon du domaine de Greenbrier, contemplant pensivement le portrait à l'huile de Lady Winifred dans sa jeunesse. Une femme élégante, aux lèvres finement dessinées et aux yeux intelligents qui semblaient étudier le monde avec un amusement secret. Il croisa les mains derrière le dos, immobile à l'exception d'un léger tapotement de ses chaussures cirées. Le portrait dominait une pièce qui, ces derniers jours, était devenue moins un lieu de détente qu'une scène où se jouaient des soupçons tacites. Il était un peu plus de midi lorsque Poirot, avec sa courtoisie habituelle, invita chacun des invités à se présenter individuellement. Pas pour les interroger, non, pas encore. Cela viendrait plus tard. Pour l'instant, il souhaitait simplement observer. Et surtout, écouter. Le premier à arriver fut M. Adrian Marsh, le beau-fils de Lady Winifred. Il entra d'un pas nonchalant, avec l'aisance d'un homme habitué à jouer le rôle du gentleman charmant, même si son costume sur mesure était un peu trop ajusté à la taille, et que son haleine dégageait une légère odeur de gin, malgré l'heure matinale. « J'étais dans la véranda lorsqu'elle est décédée, » dit Adrian en allumant une cigarette, avec un air mélancolique et théâtral. « Je lisais The Times, si vous voulez tout savoir. Je l'ai trouvée plus tard, affalée dans cet affreux fauteuil vert dont elle refusait toujours de se séparer. » Poirot ne dit rien dans un premier temps. Il se contenta d'incliner la tête et d'examiner le cendrier à côté d'Adrian, qui avait été utilisé, remarqua-t-il, plus d'une fois ce matin-là. C'était une femme remarquable, ajouta Adrian en expirant lentement. Stricte, très précise. Même dans la mort, j'oserais dire. Vous parlez de sa précision. Que voulez-vous dire par là, monsieur? Demanda gentiment Poirot.
Elle avait des règles pour tout. Le thé à 4 heures. Personne ne devait entrer dans le salon avec des chaussures boueuses. Elle rangeait même ses broches dans un ordre précis dans son coffret en verre. Ah oui, la boîte dont il manque maintenant une broche. Adriane haussa les épaules. Eh bien, quelqu'un a dû la subtiliser pendant la confusion. Elle valait une fortune, un vrai saphir, vous savez, même si ce n'était pas vraiment mon goût. Et pourtant, votre goût en matière de fortune est, comment dire, plutôt accommodant. Adriane rit, mais le rire ne lui atteignit pas les yeux. Si vous insinuez que j'avais besoin d'argent, oui, j'ai eu ma part de malheur en bourse, mais je ne m'abaisserai pas à voler, encore moins. Il s'interrompit et fit un vague geste en direction du salon. D'ailleurs, cette chose était probablement assurée. Poirot laissa le silence s'installer avant de s'incliner légèrement et de le raccompagner avec un sourire courtois. La suivante à entrer fut mademoiselle Penelope Drake, une jeune femme d'une vingtaine d'années, très posée, à la posture droite et au ton sec. Elle portait une robe grise sobre, un modeste collier de perles et dégageait une légère impression de retenue calculée. Elle était venue en tant qu'invitée d'Imogen. Elles étaient amies depuis l'école à Cheltenham, selon les ragots de la maisonnée, et n'avaient que des liens très lointains avec la famille. Elle ne m'aimait pas particulièrement, dit Pénélope sans préambule. Lady Winifred, je veux dire. Je pense qu'elle me considérait comme une intrusion moderne. Je préfère la franchise. Et elle, eh bien, elle préférait les avertissements. Voilée. Vous dites qu'elle ne vous aimait pas, mademoiselle, et pourtant vous avez accepté son hospitalité. Les lèvres de Pénélope se serrèrent. J'ai accepté l'invitation d'Imogen. Winifred tolérait simplement ma présence. Poirot acquiesça lentement. Vous aimez beaucoup, mademoiselle Imogen. Beaucoup, répondit Pénélope. C'est l'une des rares personnes véritablement gentilles que je connaisse. Poirot nota l'accent, mis sur le mot sincèrement, et le nota mentalement. Et la broche? Demanda-t-il. Je l'ai remarquée au dîner, répondit Pénélope. Elle reflétait magnifiquement la lumière des bougies. Je m'en souviens parce qu'Imogen l'a mentionnée, disant que c'était la préférée de Winifred. Vous êtes observatrice, mademoiselle. Je crois qu'il faut observer les gens. Ils en révèlent plus qu'ils ne le pensent. Poirot sourit faiblement. C'est un sentiment que je partage profondément. Il se leva et lui ouvrit la porte. Alors qu'elle sortait, il perçut une lueur dans son regard qui n'était ni de la peur ni de la culpabilité, mais plutôt de la méfiance. Un calcul mesuré, peut-être. Il avait déjà vu cela chez des femmes qui avaient appris à se protéger en dévoilant le moins possible. Poirot fut rejoint par le docteur Simon Relke, qui entra d'un pas raide, l'expression oscillant entre le professionnalisme défensif et une irritation contenue. Comme je l'ai déjà dit, monsieur Poirot, la cause du décès est tout à fait compatible avec les symptômes antérieurs. Lady Winifred avait connu plusieurs épisodes mineurs. Palpitations, fatigue, voire vertige, je lui avais prescrit du repos et des sédatifs légers. C'était une patiente obstinée. Vous avez certifié le décès sans autopsie, docteur. En tant que médecin personnel et connaissant bien son état, oui, je l'ai fait. Vous êtes également, si je ne m'abuse, l'exécuteur testamentaire de sa fiducie médicale. Relke cligna des yeux. Seulement en ce qui concerne la planification de ses soins de longue durée, je n'avais pas accès à ses fonds personnels, si c'est ce que vous insinuez. Poirot émit un grognement évasif. Vous étiez au courant de la récente modification de son testament? Le médecin hésita. Seulement qu'elle y réfléchissait. Elle avait mentionné vouloir y apporter des modifications. Je ne peux pas dire si elle l'a fait. Et quel était son état mental ces derniers jours? Alerte, concentré, peut-être préoccupé. Par qui ou quoi? Je ne saurais le dire avec certitude, mais elle semblait méfiante. Suspicious. Poirot haussa un sourcil. Suspicious envers quelqu'un en particulier. Elle a mentionné une fois que tous ceux qui vivaient sous son toit n'étaient pas dignes de confiance. J'ai supposé qu'elle parlait d'Adriane. Et pourtant, elle l'a laissé rester. Elle accordait plus d'importance au lien. Du sang qu'au jugement.
Jusqu'à la fin, peut-être. Poirot tapota son menton. « Merci, docteur. » Alors que Relke s'éloignait, Poirot réfléchit aux mots « préoccupé »,« méfiante » et « confiance ». Il résonnait étrangement d'un récit à l'autre. Puis vint Madame Hensley, la fidèle gouvernante depuis plus de 30 ans, une femme dont l'attitude même semblait empreinte de bienséance. Elle apportait avec elle un léger parfum de lavande et de naphtaline, ainsi qu'une profonde loyauté envers la famille, ou peut-être simplement envers Lady Winifred. Elle était plus qu'une maîtresse pour moi, Monsieur Poirot. C'était une amie, presque une mère. Vous confiait-elle ses secrets? Madame Hensley hésita. Parfois, pas en détail, mais je voyais bien quand quelque chose la troublait. Elle passait des heures seule dans la bibliothèque, serrant de vieilles lettres dans ses mains. Et elle n'aimait pas être surprise. Vous saviez que la broche avait disparu. J'ai ouvert moi-même le coffret à bijoux, après que le policier m'ait autorisé à mettre sa chambre sous scellé. J'ai remarqué la réplique. Je n'ai rien dit. Je ne voulais pas ternir sa mémoire. Et pourtant, c'est exactement ce « Que fait la présence de ce faux, madame ?» Un frisson parcourut le visage ridé de la femme. J'ai alors trouvé qui a fait cela, monsieur Poirot. Elle le mérite. Poirot se leva. Elle l'aura. Enfin, Poirot retrouva Imogen March, cette fois dans la bibliothèque. Elle avait retrouvé son calme, même s'il semblait fragile sous la surface. « Vous me croyez maintenant ?» demanda-t-elle. « Je crois, mademoiselle, qu'il y a effectivement quelque chose de pourri sous ce toit. Tout le monde a un mobile, une opportunité, voire les deux. Mais les mobiles seuls ne font pas les meurtriers. C'est l'esprit qui m'intéresse. » Imogen se pencha en avant. « Vous pensez donc qu'il s'agit d'un meurtre ?» Le regard de Poirot s'attarda sur la cheminée sombre, sur les ombres projetées par un échiquier intact posé sur la table d'appoint. Lady Winifred était entourée de personnes qui avaient tout à gagner de sa mort. Mais quelqu'un, dit-il doucement, non seulement lui a ôté la vie, mais a laissé derrière lui un message sous la forme d'un faux. Ce n'est pas du désespoir, c'est de l'arrogance, ou peut-être de la culpabilité. Imogen frissonna. Quel genre de personne fait cela? Les yeux de Poirot brillèrent. Quelqu'un qui se croit assez intelligent pour passer inaperçu. Le lendemain matin, le temps était humide et pâle. Une bruine persistante recouvrait Greenbriar comme un voile. La brume s'accrochait aux grands parefs qui bordaient l'allée et brouillait les contours des fenêtres à vitraux, plongeant l'intérieur dans une lumière tamisée et introspective. C'était une matinée propice à la réflexion plutôt qu'au mouvement, une qualité que Hercule Poirot trouvait tout à fait appropriée pour son travail. Il prit son petit déjeuner dans son bureau, refusant la formalité de la salle à manger. Sur une table d'appoint, M. Kennard, le majordome, avait disposé un plateau modeste. Des fruits frais, des toasts et un œuf à la coque cuit exactement 3 minutes, conformément aux instructions de Poirot. Le domestique avait légèrement haussé les sourcils à cette demande, mais il s'était exécuté avec une précision silencieuse. Poirot s'assit et coupa méticuleusement son œuf. Son esprit, cependant, était loin du jaune. Une femme meurt de manière inattendue. Un héritage inestimable disparaît. À sa place, une réplique, un double sans valeur, mais riche de sens. Pourquoi laisser quoi que ce soit? Si le vol était le seul mobile, pourquoi ne pas simplement prendre la broche et disparaître? Non, la présence du faux était délibérée. Il s'agissait d'une manœuvre psychologique et non financière. Et Poirot savait bien que les motifs psychologiques étaient les plus dangereux. Il termina son petit déjeuner, s'essuya la bouche avec sa serviette et se leva. Il commencerait non pas par les personnes, mais par le lieu. Le salon de Greenbriar était un lieu ordonné, orné d'antiquités, de rideaux en dentelle et de meubles disposés avec précision. Poirot examina la chaise où Lady Winifred avait été retrouvée, un meuble droit de style victorien recouvert de velours vert d'eau. Une brosse à cheveux en argent reposait sur la table d'appoint à côté, parfaitement placée intacte. L'inspecteur Frobisher avait autorisé Poirot à accéder librement à la scène du crime, bien qu'à contre-cœur. «
Je ne vois pas ce qu'il y a d'autre à découvrir, avait-il murmuré. Pas de contusion, pas de sang, aucun signe d'effraction. Le docteur Relke a donné son accord, tout est propre. Propre, oui, avait répondu Poirot, mais un peu trop propre peut-être. Maintenant seul dans le salon, Poirot laissa son regard errer avec détermination. Il examina la disposition de chaque objet, les cendres dans la cheminée, le coussin sur le sol à côté du fauteuil. Il s'accroupit et le ramassa entre deux doigts. Il portait une légère empreinte arrondie de la taille d'un talon de femme. « Quelqu'un s'est tenu ici, » murmura-t-il, « ou peut-être s'est-il agenouillé. » Il se retourna et regarda l'espace vide où la broche était tombée. Lady Winifred l'avait-elle laissé tomber dans ces derniers instants? Ou quelqu'un avait-il placé le faux bijou là, alors qu'elle agonisait? Ces questions ne pouvaient trouver de réponse dans le mobilier seul. En milieu de matinée, Poirot demanda à voir les effets personnels de Lady Winifred. Madame Ainsley l'accompagna dans le large escalier qui menait à la chambre de la défunte matriarche, une pièce décorée dans des tons pastels et recouverte de drap blanc, où tout était impeccable, ordonné et méticuleusement propre. L'air sentait les sachets de violettes et le vieux papier. Madame Ainsley ouvrit le coffret à bijoux avec une clé en laiton, qu'elle sortit de son tablier. « Voici, dit-elle. C'est comme ça que je l'ai trouvé. Le tiroir était fermé, mais j'ai remarqué que la broche n'était pas à sa place. » Poirot se pencha, prenant soin de ne rien toucher. Les autres objets étaient disposés avec une précision qui reflétait la personnalité de leur propriétaire. Les perles étaient alignées, les broches posées sur un coussin de velours. Mais, à la place de la broche Blue Lily, où l'on pouvait voir une légère trace de velours sans poussière, se trouvait désormais la réplique, dont le saphir était un peu trop brillant et les pétales légèrement asymétriques. Il se tourna vers « Madame Ainsley, vous dites que le tiroir était fermé? »« Oui, monsieur, verrouillé en fait, mais la clé était toujours dans la serrure, ce qui est inhabituel. » Lady Winifred remettait toujours la clé dans son bureau. Poirot haussa un sourcil. « Et quelqu'un d'autre savait où se trouvait cette clé ?» Elle pinça les lèvres. « Pas à ma connaissance, mais le personnel, eh bien, dans toute maison, il y a des oreilles et des yeux. On observe tout. » Poirot hocha la tête d'un air pensif. « Bien sûr. » Alors qu'il prenait une dernière note, quelque chose attira son attention. Une légère éraflure sur le bord du bureau, près de la chaise. La surface polie était légèrement ternie, comme si quelque chose l'avait frotté dans la précipitation. Il se pencha et renifla. Une odeur d'eau de Cologne, légère, âcre et masculine. Il ne dit rien à Madame Ainsley. Mais en sortant de la pièce, il murmura « Adrian Marsh porte une eau de Cologne aux notes d'agrumes. D'autres aussi, peut-être. Mais ne sautons pas à la fin du livre avant d'avoir lu le milieu, hein ?» Poirot se rendit ensuite dans la bibliothèque, une pièce caverneuse avec des étagères en noyer et une cheminée éteinte depuis la mort de Lady Winifred. C'était Imogen qui avait mentionné que sa tante passait du temps ici, à lire des lettres et à se remémorer des souvenirs. Et là, à côté du fauteuil, se trouvait un petit bureau, dont la surface était ordonnée, mais pas vide. Poirot ouvrit le tiroir du haut et trouva un paquet de lettres attachées avec un ruban bleu. Toutes étaient adressées à Lady Winifred, provenant de divers amis, et concernaient pour la plupart des obligations sociales ennuyeuses et des banalités. Mais une lettre, pliée et glissée entre les autres, n'avait pas d'adresse de retour. Il la lut une fois, puis une seconde fois. « Winifred, tu m'as fait une promesse un jour. J'espère que tu ne l'as pas oubliée. Si cette broche réapparaît, tu comprendras ce qu'elle signifie pour nous deux. Nous ne sommes plus des enfants. Ce qui a été caché doit rester enfoui, sinon je n'aurais pas le choix. Le papier était usé, les bords effilochés. Il était vieux, peut-être vieux de plusieurs années, et pourtant il avait été relu récemment. Poirot fixa l'initiale unique. D. Cela pouvait correspondre à plusieurs noms. Drake, Delphine, Donovan, ou n'était-ce pas un nom, mais une référence à autre chose? Un lieu? Un titre? Il remit la lettre dans le tiroir et le referma doucement.
Si la broche symbolisait autre chose que la richesse, si elle était une clé, un souvenir ou une menace, alors le vol n'était pas une fin en soi, mais un signal. Quelque part dans cette maison, quelqu'un avait senti son passé le rattraper. En adolescence, début d'après-midi, Poirot invita l'inspecteur Frobisher à se joindre à lui pour une promenade dans la véranda. Bien que réticent, l'inspecteur accepta. La passerelle vitrée était humide et parfumée, remplie d'orchidées, de violettes et de roses de serre en fin de floraison. « C'est magnifique, n'est-ce pas ?» dit Poirot en désignant un bouquet de lys blanc. « Je suppose, » marmonna Frobisher. « Je n'ai jamais beaucoup aimé les plantes. Elles poussent et meurent, quoi que l'on fasse. » Poirot rit. « Ah, mais certaines se fanent au soleil, et d'autres ne fleurissent que la nuit. Les êtres humains sont très similaires. » Frobisher grogna. « Vous avez parlé à tout le monde ?»« Oui, et j'ai observé, pas seulement les visages, mais aussi l'esprit qui se cache derrière. Et qu'avez-vous découvert ?» Poirot s'arrêta, près d'un banc et fit signe à Frobisher de s'asseoir. Une dame craignait quelque chose de son passé. Une lettre l'avait averti. Un bijou avait disparu et avait été remplacé non pas par un vide, mais par une intention. Quelqu'un joue un jeu, inspecteur. Pas seulement pour éviter d'être découvert, mais pour délivrer un message. Vous pensez qu'il s'agit d'un meurtre? Je pense, dit Poirot lentement, que Lady Winifred Marsh n'est pas simplement morte d'une crise cardiaque. Je pense qu'on l'a aidée à partir. Frobisher plissa les yeux. Et le suspect? Poirot sourit faiblement. Patience, mon ami. Les suspects se révèlent toujours mieux lorsqu'ils pensent être invisibles. Ce soir-là, Poirot retourna dans sa chambre d'amis avec une pile de notes. Un croquis de la broche dessinée avec précision et une liste réduite d'incohérences. Adrian Marsh affirmait être dans la véranda, mais personne ne l'avait vu là-bas. Pénélope. Drake avait remarqué la beauté de la broche au dîner, une observation peut-être trop attentive. Le docteur Relke avait signé le certificat de décès sans poser de questions, mais n'avait fait aucune mention de la broche. Madame Ainsley avait trouvé la clé au mauvais endroit, ce qui suggérait une subtile ingérence. Et Imogen? Elle clamait son innocence. Mais l'innocence n'est pas une preuve. Poirot ferma son carnet et le posa sur la table de chevet. « On ne trouve pas la vérité en se précipitant, » dit-il à voix haute. « Le meurtrier a déjà agi. Il appartient maintenant à Poirot d'observer et d'attendre. » Dehors, la pluie tapait doucement contre les fenêtres. Quelque part sous la pierre et le velours de Greenbriar, un secret commençait à s'agiter. La lumière du matin pénétrait à travers les fenêtres à croisillons de la salle à manger de Greenbriar, projetant des ombres géométriques sur la nappe et les silhouettes silencieuses assises autour de la longue table en acajou. Le cliquetis habituel des couverts et de la porcelaine avait laissé place à un silence gêné, ponctué seulement par quelques murmures polis. Hercule Poirot les observait depuis le buffet, une tasse de Darjeeling parfaitement infusée à la main. Chacun d'entre eux accomplissait les gestes de courtoisie avec une précision méticuleuse. Mais sous leur posture, quelque chose s'agitait. Adrian Marsh, fraîchement rasé et impeccablement vêtu d'une veste en lin pâle, rit un peu, trop fort de sa propre remarque sur le temps. Penelope Drake, posée et impénétrable, gardait les yeux fixés sur le couteau à beurre, comme s'il pouvait révéler un secret. Le docteur Relke était assis avec un exemplaire du télégraphe levé suffisamment haut pour former une barrière entre lui et la pièce, et Imogen, pâle et silencieuse, jouait avec son toast, les épaules voûtées, comme si elle portait un poids qu'elle ne pouvait nommer. « Pardonnez-moi de vous déranger, mes amis, » dit Poirot en posant sa tasse de thé. « Mais je dois commencer mes investigations sérieusement aujourd'hui. Je vais vous demander de me parler en privé, un par un. Il ne s'agit pas de suspicion, mais seulement de clarté. La vérité, comme la crème, doit remonter à la surface, n'est-ce pas ?» Adrian eut un petit rire forcé. « Eh bien, je préfère en finir. Vous serez donc le premier, monsieur Marsh. » Première interview. Adrian Marsh Poirot conduisit Adrian dans le petit salon à l'arrière de la maison.
La porte se referma doucement derrière eux. « Parlons franchement, monsieur, » commença Poirot. « Vous dites que vous étiez dans la véranda le matin du décès de Lady Winifred. Y a-t-il quelqu'un qui puisse le confirmer ?» Adrian haussa un sourcil. « Est-ce nécessaire ?» J'étais seul. Je lisais. Pourtant, la femme de chambre, Dorothea, a remarqué qu'aucun journal n'avait été retiré du hall d'entrée ce matin-là. Et la véranda était humide, il n'y avait aucune empreinte de pas. Adrian fronça les sourcils. « Vous m'accusez de quelque chose ?»« Non. Je souligne simplement des incohérences, et les incohérences doivent être résolues. » Il croisa les jambes et joignit les doigts. « Dites-moi, monsieur, pourquoi votre belle-mère vous a-t-elle gardé à Greenbrier malgré vos relations tendues ?» Adrian plissa les yeux. Cette femme était peut-être une matriarche, mais elle restait humaine. Elle se sentait coupable de la façon dont mon père avait quitté son domaine. Elle savait qu'elle me devait quelque chose. « Et vous espériez hériter ?»« Espérer, non, espérer, bien sûr. » Adrian se pencha en avant. « Mais je ne l'ai pas tué, si c'est là où vous voulez en venir. Et je n'ai certainement pas échangé une maudite broche. Je n'ai que faire des bijoux fantaisie. » Poirot l'étudia. « Mais vous avez des dettes, n'est-ce pas ?» Le sourire d'Adrian s'effaça. « J'ai dit que j'espérais, répondit-il, pas que j'étais désespéré. » Poirot hocha gracieusement la tête. « Le désespoir revêt de nombreux déguisements, monsieur March. L'un d'eux est la fierté. » Deuxième entretien, Pénélope Drake-Poirot retrouva mademoiselle Drake dans la roseraie, où elle s'était retirée après le petit déjeuner, un livre à la main, mais sans avoir tourné une seule page. « Vous semblez rechercher la solitude, mademoiselle. » observa Poirot. « Je la trouve plus sincère que la conversation, » répondit-elle. « Pourtant, comme vous le savez, la vérité se cache parfois dans la conversation. » Il s'assit à côté d'elle sur le banc de pierre. « Vous avez fait une remarque au dîner au sujet de la broche Blue Lily. Une petite remarque, mais très précise. Vous avez remarqué son travail artisanal, la façon dont la lumière se reflétait sur le saphir. »« J'admire le design, » répondit Pénélope sans hésiter. La broche était magnifique. Difficile de ne pas la remarquer. « En effet, » répondit Poirot, « et maintenant elle a disparu, remplacée par une contrefaçon. » Elle se tourna vers lui. « Vous pensez que quelqu'un dans cette maison a tué Winifred pour une broche ? » ?»« Non, mademoiselle. Je pense que quelqu'un a utilisé la broche comme un symbole, un message, peut-être même un avertissement. » Pénélope détourna le regard. « Alors vous feriez mieux de demander ce que cette broche signifiait pour elle, parce qu'elle la gardait jalousement. Vous en êtes certaine. Elle la portait souvent. Et une fois, il y a quelques mois, quand Imogen m'a rendu visite à Londres, elle m'a dit que Winifred avait failli accuser le jardinier de l'avoir volée alors qu'elle l'avait simplement égarée. » Poirot prit mentalement note. « Vous et Imogen êtes proches, n'est-ce pas? Elle est plus une sœur qu'une amie. La protégeriez-vous si elle avait des ennuis ?» Pénélope plissa les yeux. « Que suggérez-vous » Poirot lui adressa un sourire désarmant. « Seulement que l'amour et la loyauté brouillant parfois les limites de la vérité. » Troisième entretien, Dr Simon Relke dans le bureau, Poirot fit face au médecin, cette fois avec des questions plus précises. « Vous êtes arrivé le premier sur les lieux. Vous avez prononcé son décès, et vous avez rédigé le certificat sans demander un deuxième avis. »« Je connaissais son état, » répondit Relke d'un ton sec. « Il n'y a pas eu de crime. »« Vous dites cela, mais, selon Madame Hensley, son dernier regard était celui de la surprise, pas de la paix. Elle était âgée, elle avait des problèmes cardiaques. Ah, mais son médecin traitant indique qu'elle allait mieux ces derniers temps. » Relke se cala dans son fauteuil. « Écoutez, Poirot, si vous pensez que j'avais quelque chose à gagner, oui, elle m'avait désigné comme exécuteur testamentaire de sa fiducie médicale. Je m'occupais de certains aspects financiers, mais rien d'illégal. Et si elle a modifié son testament, je n'en ai pas connaissance. » Poirot tapota ses doigts, les uns contre les autres. « Vous êtes un homme de science. Pourtant, la science n'explique pas la présence du faux, ni le moment où il a été commis.
Relke se leva. « Je ne me laisserai pas insulter davantage. » Poirot se leva également, calmement. « Je ne vous insulte pas, monsieur. Je ne fais que poser des questions. La vérité, comme vous l'avez dit vous-même, est mieux mise au jour avant d'être enterrée. » Quatrième entretien. Madame Hensley accueillit Poirot dans son salon privé avec un regard inquiet. Une théière contenant un thé peu fort refroidissait sur la table. « Vous êtes fidèle à la famille depuis 30 ans, commença Poirot. Mais les derniers jours de Lady Winifred vous ont troublé. »« Oui, admit-elle. Elle n'était pas elle-même, agitée, elle ne dormait pas. »« Vous a-t-elle dit pourquoi ?»« Non, mais j'ai remarqué qu'elle gardait ses vieilles lettres près d'elle. Elle en relisait une sans cesse. Elle était scellée dans du papier bleu pâle. Était-elle de quelqu'un qui s'appelait D ?» La main de la gouvernante se crispa sur sa tasse de thé. « Je ne sais pas. A-t-elle jamais mentionné un secret ?» Madame Hensley hésita. Elle a dit une fois, il y a des années, que certaines vérités étaient trop dures à nommer. Je pensais que c'était une métaphore. Maintenant, je n'en suis plus si sûr. Avez-vous vu quelqu'un près de sa chambre le matin où... Elle est morte? Seulement Pénélope. Elle a prétendu s'être perdue dans le couloir, mais elle avait l'air effrayée, et elle cachait quelque chose dans la poche de son manteau. Poirot acquiesça lentement. « Merci, madame. Vous m'avez été d'une grande aide. » Cinquième interrogatoire. Imogen Marche-Poirot retourna dans la bibliothèque où Imogen l'attendait, les doigts crispés. « Elle vous aimait, mademoiselle, » commença Poirot, « mais elle craignait quelque chose, ou quelqu'un. » Imogen leva les yeux. « Je ne sais pas qui a envoyé la lettre, mais elle m'a dit un jour que la broche Blue Lily n'était pas seulement un bijou, qu'elle faisait partie d'un passé dont elle avait juré de ne jamais parler, une promesse qu'elle avait faite dans sa jeunesse. Vous pensez qu'elle faisait l'objet d'un chantage? Je pense que quelqu'un lui a rappelé ce qu'elle préférait oublier. » Poirot fouilla dans sa poche et en sortit la réplique de la broche, enveloppée dans un tissu. Elle a été laissée à la place de la vraie. Pourquoi? Pour nous effrayer? Pour faire porter le chapeau à quelqu'un? Ou pour contrôler le récit, dit Poirot doucement. Pour suggérer un vol et détourner l'attention d'un meurtre. Imogen pâlit. Vous pensez qu'elle a été empoisonnée? Poirot secoua légèrement la tête. Non, pas empoisonnée, mais peut-être effrayée suffisamment pour que son cœur lâche. Il se leva lentement. La vérité est proche maintenant, mademoiselle. Très proche. Mais le cœur du problème reste caché. Cette nuit-là, Poirot rassembla ses notes. Il en avait vu assez pour savoir que l'un d'entre eux portait un masque d'innocence. Trop parfait, trop bien répété. La contrefaçon n'était pas un accident. C'était un signal. Bientôt le masque allait se fissurer. Le lendemain matin, l'aube se leva avec une luminosité qui semblait presque déplacée. La lumière du soleil inondait les couloirs de Greenbrier, dorant les rampes d'escalier et se reflétant sur les bords des vieux cadres en argent qui bordaient le grand escalier. Mais même si la maison resplendissait, une pression invisible planait dans l'air comme le silence tendu qui précède le prochain coup dans une partie dont aucun des joueurs ne comprend encore tout à fait les règles. En bas, l'inspecteur Frobisher attendait dans le bureau, les bras croisés, le visage tendu. Il était arrivé tôt, convoqué par Poirot la veille au soir. « J'espère que ce ne sera pas une nouvelle discussion philosophique, monsieur, » dit l'inspecteur en se frottant l'arête du nez. « J'ai une enquête pour meurtre à mener. Pas un débat. » De Salon Poirot, imperturbable, acquiesça calmement. « Alors parlons des preuves. » Frobisher cligna des yeux. « Vous avez trouvé quelque chose ?»« Non, » répondit Poirot, « mais quelqu'un l'a trouvé pour nous. » Il désigna le buffet, où reposait désormais une petite pochette en velours noir. Frobisher traversa la pièce, en deux enjambées, et l'ouvrit, révélant son contenu. « Un saphir, dit-il d'une voix tendue. Un saphir suffisamment gros pour provenir de cette broche. »« Exactement, dit Poirot. Il a été trouvé tôt ce matin par l'un des jardiniers. Juste. » À l'extérieur de l'aile sud, sous les hortensias, Frobisher le regarda d'un air perplexe. « Et comment est-il arrivé là ?»« Excellente question.
Mais je pense qu'il vaut mieux se demander qui l'a laissé tomber. Poirot se dirigea vers la fenêtre, sa silhouette se découpant en or. Lady Winifred n'était pas du genre à manipuler ses bijoux dans le jardin, ce qui signifie que quelqu'un d'autre l'a emporté, peut-être pour s'en débarrasser, ou peut-être pour cacher le fait qu'il avait manipulé la vraie broche. Frobisher fronça les sourcils. Mais s'ils voulèrent la cacher, pourquoi ne pas avoir enterré la pièce entière? Ah, mais cela aurait fait disparaître complètement la broche. Au lieu de cela, quelqu'un a placé la contrefaçon. Une distraction astucieuse, non? Nous poursuivons un vol tout en ignorant la question plus profonde. Pourquoi effrayer une vieille femme avec quelque chose d'aussi intime, d'aussi lié à son passé? L'expression de Frobisher s'assombrit. Alors il ne s'agit plus du bijou. Cela n'a jamais été le cas, répondit Poirot. Plus tard dans la matinée, Poirot fit appeler Penelope Drake. Elle arriva dans le salon avec son air réservé habituel, le regard méfiant. « Mademoiselle Drake, commença Poirot, vous avez mentionné avoir remarqué la broche au dîner. Votre observation était détaillée, inhabituelle même. » Pénélope pencha la tête. « Vous trouvez étrange d'admirer un bel objet? » « Non, répondit Poirot, mais le niveau d'attention suggère une certaine familiarité, pas une simple curiosité. » Pénélope ne dit rien. Poirot sortit la pochette en velours. « Un jardinier a trouvé ceci près de l'aile sud, on vous a vu marcher dans cette direction hier matin. Est-ce une accusation? » « Non, mademoiselle, dit Poirot gentiment. « Mais je dois vous demander, pourquoi étiez-vous là ?» Pénélope hésita. « J'avais besoin d'air. Je ne supportais plus les chuchotements. Je n'ai rien vu. Je n'ai certainement pas laissé tomber. » Ça, le regard de Poirot ne faiblit pas. « On vous a vu avec quelque chose dans la poche de votre manteau. Un petit objet. » Le visage de Pénélope pâlit. « Un mouchoir, dit-elle. Celui d'Imogen, il était tombé, je l'ai ramassé. Pourtant, on l'a retrouvé plus tard dans sa chambre. J'ai dû le rendre sans y penser, rétorqua-t-elle sèchement. Pour la première fois, Poirot laissa le silence s'installer. Finalement, il dit doucement, « Vous protégez quelqu'un. » Les yeux de Pénélope brillèrent. « Je ne protège personne. Mais je ne serai pas votre bouc émissaire. » Elle se leva brusquement et quitta la pièce, ses talons claquant sur le parquet ciré. À midi, la nouvelle de la découverte du saphir avait atteint le reste de la maisonnée. Imogen trouva Poirot prêt, de la roseraie visiblement agitée. « Ils pensent qu'elle a fait le coup, n'est-ce pas, Pénélope? Juste parce qu'elle est différente, directe. Elle n'est pas comme eux. » « Mademoiselle, dit Poirot avec précaution, l'enquête doit explorer toutes les pistes, mais aucune conclusion n'a encore été tirée. » « Avez-vous interrogé Adrian à nouveau ?» demanda-t-elle. Il détestait tante Winifred. « La haine ne tue pas toujours, répondit Poirot. Parfois elle s'envenime, parfois elle s'estompe, mais la peur, c'est elle qui pousse à agir. » Imogen fronça les sourcils. « Que voulez-vous dire ?» Poirot se tourna vers elle. « Votre tante a reçu une lettre. Une menace peut-être. Elle la lisait souvent, vous en a-t-elle parlé? »« Non, je ne crois pas. » Elle hésita. « Mais je l'ai vue en brûler une, dans la cheminée de la bibliothèque. J'ai pensé que c'était une lettre personnelle qu'elle ne voulait pas que quelqu'un voie. » Les yeux de Poirot s'illuminèrent subtilement. « Ah !» Avait-elle l'air troublée après l'avoir lue? « Elle n'a pas bien dormi cette nuit-là, » dit Imogen. « Le lendemain matin, elle m'a dit que certains secrets sont plus en sécurité dans les cendres. » Poirot hocha légèrement la tête. « Merci, mademoiselle, cela m'aide plus que vous ne le pensez. » Plus tard dans l'après-midi, Poirot demanda à l'inspecteur Frobisher de le rejoindre à nouveau dans son bureau. Sur la table se trouvait une seule photographie, sépia, au bord jauni. « D'où vient-elle » demanda Frobisher. « Du bureau de Lady Winifred. Elle était cachée sous la doublure. On y voyait une jeune femme, clairement Winifred, debout à côté d'un homme en uniforme, peut-être pris en 1917 ou 1918. À son revers, elle portait une petite broche en forme de lys. Elle n'était pas bleue sur la photo, mais le motif était clairement identique.
Cette broche était déjà à elle à l'époque, demanda Frobisher. Poirot acquiesça. Un gage, peut-être, de la part de l'homme sur la photo. Vous pensez que c'est D? Je le crois. La lettre qu'elle a reçue, signée uniquement de cette initiale, la mettait en garde contre ce qui était enterré. Ce n'est pas une menace en l'air, c'est personnel. Frobisher croisa les bras. Donc nous ne recherchons pas seulement un voleur. Nous recherchons quelqu'un qui nourrit une rancune vieille de plusieurs décennies. Ou une honte, dit Poirot. Mais la contrefaçon nous apprend autre chose. Elle était destinée à être trouvée, non pas comme un leurre, mais comme un symbole. Un symbole de quoi? Poirot se pencha vers lui. De la trahison. Ce soir-là, la maisonnée fut à nouveau bouleversée. Madame Hensley, paniquée, appela Poirot et Frobisher au deuxième étage. Dans l'armoire à linge, à côté de la chambre de Lady Winifred, soigneusement, cachée dans un faux panneau derrière les étagères, elle avait découvert une petite boîte en métal. À l'intérieur, une autre lettre, pliée et scellée. Mais celle-ci ne contenait aucune menace, seulement de la tristesse. Winifred, je suis revenu uniquement pour vous avertir, pas pour vous faire du mal. La broche aurait dû rester enfouie avec le passé. Je n'ai jamais voulu vous effrayer. Mais je comprends maintenant que vous étiez déjà effrayé par votre propre conscience. Je vais partir avant que cela n'aille plus loin. Personne d'autre ne doit souffrir. Pardonnez-moi. Frobisher frappa le mur du poing. C'était donc quelqu'un de son passé. Mais qui? Poirot resta silencieux. Il tenait la note délicatement, comme si elle risquait de disparaître. Quelqu'un, pensa-t-il, avait essayé d'empêcher quelque chose. Pas de le déclencher. Ce n'était pas une confession criminelle, c'était du remords. Cette nuit-là, alors, que la maison s'était calmée, Poirot se retira dans sa chambre avec une pile de notes et une question brûlante. Si D avait essayé d'empêcher un malheur, alors qui avait profité de l'occasion pour s'assurer qu'il se produise? Le faux, le saphir, la clé égarée, le silence. Une fausse piste avait été mise en place, et il l'avait suivie. Mais le véritable meurtrier observait, souriant derrière un masque d'innocence feinte, certain que tous les regards étaient tournés vers le mauvais suspect. Et pour l'instant, Poirot le laissait faire. Car lorsque les coupables se sentent en sécurité, ils commencent à commettre des erreurs. Le lendemain se leva dans une clarté qui contrastait fortement avec le brouillard de suspicion qui planait sur le domaine de Greenbriar. Le ciel était vaste et dégagé. La pluie avait cessé. Mais à l'intérieur de la maison, le malaise s'était infiltré dans les murs comme l'humidité. Hercule Poirot se tenait seul dans la longue galerie, où les portraits ancestraux le fixaient, depuis leur cadre sombre, avec la lourde attente d'une vieille fortune. Il n'admirait pas la peinture à l'huile ou les coups de pinceau, mais les expressions, l'inclinaison d'un sourcil, la fierté rigide d'une mâchoire, les indices de caractère, figés dans la peinture. Derrière lui, le bruit de pas. « Bonjour, monsieur », dit une voix basse, masculine, prudente. Poirot se retourna. Adrian Marsh entra dans la galerie, les mains glissées nonchalamment dans les poches de son pantalon. Il y avait quelque chose d'inhabituellement alerte dans son attitude. Ses épaules étaient plus droites, son regard calculateur. « Quelle compagnie morose !» dit Adrian, en désignant la rangée de visages peints. « Ils vous aident à réfléchir ?» Poirot sourit faiblement. « Mais oui, ils ne vous interrompent jamais. » Adrian eut un rire sec. « Je suppose que vous vous préparez à accuser l'un d'entre nous ?» Poirot s'approcha, ajustant ses poignets. « Non. Je me prépare à laisser le coupable se sentir en sécurité, Adrian. Serait dit. Que voulez-vous dire? Que je ne m'intéresse pas aux menaces ni aux arrestations, pas encore. D'abord j'observe. Ensuite je teste. La vérité, monsieur Marsh, est un jeu de nerfs. » Adrian eut un mouvement de la bouche. « J'espère alors que vous avez de bonnes cartes en main. » Poirot pencha la tête. « Je ne joue jamais avec le hasard, monsieur, seulement avec la psychologie. » Cet après-midi-là, Poirot commença une curieuse expérience.
Il demanda à tous les membres de la maisonnée de se réunir dans le salon, non pas pour être interrogés, mais pour prendre le thé. Cette demande, formulée avec une telle courtoisie, ne suscita aucune protestation. C'était la première fois depuis la mort de Lady Winifred qu'ils se réunissaient tous volontairement au même endroit. La pièce était réchauffée par le feu et éclairée par le soleil bas du printemps. La broche Blue Lily, ou plutôt la contrefaçon, reposait tranquillement sur un plateau en argent au centre de la table, scintillant sous le lustre. Imogen y jeta un coup d'œil, visiblement mal à l'aise. Adrian sirotait son brandy sans dire un mot, le regard froid et impénétrable. Pénélope était assise, raide, les yeux rivés sur Poirot et la broche. Le docteur Relke observait la scène près de la cheminée, les bras croisés, le front plissé. Et Madame Hensley versait le thé, les mains tremblant, légèrement. Poirot, assis dans le plus grand fauteuil, semblait animer un salon tranquille à Bruxelles. Il sourit, croisa les mains sur ses genoux et dit « Ne parlons pas de mort, mais de souvenirs. Dites-moi, quel est votre premier souvenir de Lady Winifred ?» Il y eut un moment d'hésitation dans la pièce. Finalement, Madame Hensley prit la parole. Elle portait un parfum de lavande, toujours, même en été, et elle jouait du Chopin le matin quand son arthrite ne la faisait pas trop souffrir. « Merci, » dit Poirot. « Et vous, docteur Relke ?» Elle était ponctuelle. Si vous étiez en retard à un rendez-vous, elle vous renvoyait d'un simple regard. Poirot hocha la tête. « Monsieur March ?» Adrian se pencha en arrière. « Je me souviens quand elle a épousé mon père. Elle m'a donné un petit soldat. Je l'ai jeté par la fenêtre. » Un silence s'ensuivit. « Ah !» dit Poirot doucement. « Le rejet dès le début. J'avais 8 ans, murmura Adrian en levant son verre. Poirot laissa la tension s'apaiser, puis se tourna vers Pénélope. Elle était intimidante. Dit simplement Pénélope, mais perspicace. Elle voyait clair dans les gens. « Et voyait-elle clair en vous ?» demanda Poirot. Pénélope soutint son regard. « Oui, je pense que oui. » Imogen se tortilla sur sa chaise. Elle m'a dit un jour que tout le monde avait des regrets, mais que ceux qui les cachaient étaient les plus dangereux. Une observation profonde, murmura Poirot. Il se leva de sa chaise et se dirigea lentement vers le plateau. Cette broche, dit-il en soulevant délicatement la contrefaçon, n'est pas un simple bijou, c'est un symbole, un message. Mais de qui vient-il, et à qui est-il destiné? Personne ne répondit. Poirot regarda tour à tour chaque visage. Ce qui m'intrigue, poursuivit-il, c'est que personne n'a encore admis avoir vu la vraie broche depuis la nuit précédant la mort de Lady Winifred. Curieux, n'est-ce pas? Une femme aussi routinière, aussi structurée, n'aurait pas égaré son bien le plus précieux. Nous devons donc nous demander pourquoi elle a été retirée, et pourquoi, alors, une contrefaçon a-t-elle été laissée à sa place. Il laissa le silence s'épaissir. Pénélope se leva brusquement. « Ce n'est pas un goûter, c'est un piège. »« Non, mademoiselle, dit calmement Poirot, c'est un miroir. Il ne reflète que ce que vous lui montrez. » Elle partit sans un mot. Après la réunion, Poirot suivit son intuition et demanda à Madame Hensley de lui apporter le livre. D'or qui se trouvait dans le cabinet privé de Lady Winifred. Le registre était ancien, avec des pages couleur crème, des inscriptions à la plume noire et des dates soigneusement inscrites à la main. Il parcourut les noms des anciens visiteurs et s'arrêta sur une inscription curieuse, datant de 5 ans, M. Daniel Faraday, 12-14 mars. C'était la semaine où la broche Blue Lily avait disparu pendant plusieurs jours, selon une note trouvée dans un journal intime que Poirot avait découvert plus tôt. D, dit Poirot à voix haute. Faraday. Le nom correspondait à l'initiale sur les lettres. Mais où était Faraday maintenant? Poirot envoya un télégramme discret à Scotland Yard pour demander des informations. Si l'homme était encore en vie, s'il était resté dans le pays, alors peut-être que D était revenu, comme le suggérait la deuxième lettre, pour être témoin de quelque chose qu'il n'avait jamais voulu voir.
Ce soir-là, Poirot invita Pénélope dans sa chambre. « Vous pensez que je cache quelque chose ?» dit-elle, dès que la porte fut fermée. « Je pense, dit Poirot, que vous protégez quelqu'un. Je pense que vous étiez dans le couloir la nuit où Lady Winifred est morte. Je pense que vous avez vu quelque chose qui vous a effrayé. » Pénélope ne dit rien. « Elle a été retrouvée avec la fausse broche, poursuivit Poirot. Mais si elle avait découvert la supercherie et confronté le responsable, et si vous aviez entendu ?» Pénélope serra les mâchoires. « J'ai entendu des voix, admit-elle. Tard dans la nuit, après minuit. J'ai cru qu'Imogen se disputait avec Adrian, mais quand j'ai regardé, j'ai vu Adrian sortir de la chambre de Winifred. Il avait l'air choqué. Vous vous est-elle aperçu? Je ne sais pas. Je me suis glissé dans l'ombre du couloir. Je ne voulais pas être impliqué. » Poirot se leva et posa doucement une main sur son épaule. « Vous l'êtes désormais. » Le lendemain, l'inspecteur Frobisher revint avec une réponse à la demande de Poirot. Daniel Faraday était décédé 2 ans plus tôt dans le Sussex, tranquillement, d'une pneumonie. C'était un reclus célibataire qui n'avait reçu aucune visite au cours de ces derniers mois, mais l'écriture de la lettre de menace était récente. Poirot la relut lentement. Le style était rigide, prudent, formel. Il avait maintenant la réponse. Une pièce du puzzle qui lui manquait. La lettre n'avait pas été écrite par un homme. Elle avait été falsifiée, et quelqu'un à Greenbriar voulait que Lady Winifred croie que le passé la rattrapait, jusqu'à ce que sa propre peur fasse le reste, la contrefaçon de la broche, la contrefaçon de la lettre. 2 illusions, 2 pièges, et un seul esprit assez intelligent et assez désespéré pour utiliser la peur comme arme et comme déguisement. Poirot referma la lettre, se leva de sa chaise et murmura « Maintenant c'est clair ». L'atmosphère à Greenbriar changea à nouveau, presque imperceptiblement, à la suite de la subtile manœuvre de Poirot. Les invités ne dînaient plus, ensemble. Les conversations devinrent brèves et tendues, échangées dans les couloirs ou derrière des portes entr'ouvertes. Même Madame Ainsley, d'ordinaire si méthodique, commettait des imprécisions. Elle brûla les toasts du matin et oublia, à 2 reprises, de réchauffer les serviettes en lin. La peur commençait à s'installer. Pas une peur bruyante et paniquée, mais une peur silencieuse. Celle qui s'insinue dans les regards, allège les pas et transforme les pièces familières en champs de mine. Poirot, comme toujours, agissait avec calme et détermination. Son attitude était moins ouvertement inquisitrice et plus réfléchie. Mais sous ses airs distingués, il observait sans cesse. Le matin du 3e jour, Poirot se leva plus tôt que d'habitude. Les oiseaux commençaient à peine leur chorale, et une brume grise enveloppait les champs qui entouraient le domaine. Il s'habilla lentement, noua sa cravate avec soin, puis sortit dans le couloir. Il n'avait fait que 3 pas lorsqu'un cri strident retentit dans la maison. « Poirot! Monsieur Poirot! Venez vite !» C'était Imogen. Sa voix, d'ordinaire douce et posée, était montée dans un cri d'angoisse. Poirot se précipita dans l'escalier, ses chaussures frappant avec précision les marches en bois. Dans le couloir de l'ailée, juste à côté de la petite antichambre où Lady Winifred avait l'habitude d'écrire, il trouva Imogen tremblante près du cadre de la porte. Ses cheveux étaient en bataille et sa robe de chambre pendait mollement sur une épaule. « Il y a quelque chose, quelqu'un, je vous en prie, vous devez... » Poirot leva la main. « Doucement, mademoiselle. Dites-moi ce qui s'est passé. » Elle désigna la pièce. « C'est Pénélope. Elle ne se réveille pas. » Poirot la contourna avec une grâce rapide. Dans l'antichambre, qui sentait encore légèrement l'huile de lavande et l'encre ancienne, Pénélope Drake était affalée dans le fauteuil près du bureau. Sa tête était penchée sur le côté. Une tasse de thé à moitié pleine reposait sur la table à côté d'elle, son contenu intact. Poirot traversa la pièce et posa délicatement 2 doigts sur son cou. Son pouls était faible, mais présent. Sa peau était pâle et moite. « Appelez. »
Le docteur Relke, dit-il d'un ton sec en se retournant vers Imogen, tout de suite. Lorsque le médecin arriva, Pénélope était allongée sur la chaise longue et recouverte d'une couverture. Elle n'avait pas repris conscience, mais sa respiration s'était stabilisée. Relke l'examina d'un œil expert. Il huma le thé, puis testa ses pupilles. « Elle a été droguée, murmura-t-il. Quelque chose de léger, mais en grande quantité, probablement du chlorhydrate. Elle finira par se réveiller, mais elle sera désorientée. » L'expression de Poirot s'assombrit. « Je ne pense pas qu'elle se soit administré cela elle-même. » Relke acquiesça laconiquement. Il n'y a pas de feuille de thé entre ses dents. Elle ne l'a pas bu. Elle l'a inhalé ou on le lui a administré dans autre chose, peut-être hier soir. Elle ne s'en souvient peut-être même pas. Frobisher était arrivé entre-temps, appelé par Kennard, et se tenait debout, hérissé, dans l'embrasure de la porte. Nous avons donc affaire à une tentative d'empoisonnement, n'est-ce pas? Poirot désigna la tasse de thé. Pas un empoisonnement, mon ami. Un moyen de la faire taire. Frobisher fronça les sourcils. Comment ça? Elle a vu quelque chose d'important, et quelqu'un avait peur qu'elle parle. Il se tourna vers Imogen. Comment l'avez-vous trouvé? Je ne pouvais pas dormir. Je suis descendu chercher de l'eau et j'ai vu de la lumière dans l'antichambre. J'ai pensé que c'était peut-être la vieille lampe de tante Winifred que quelqu'un avait laissée allumée. Mais ensuite, j'ai vu Pénélope. Elle était juste. Là, Poirot l'étudia. Vous l'avez protégée, n'est-ce pas? Même lorsque les autres ont commencé à la soupçonner. Elle est la seule personne ici qui m'ait jamais vraiment défendue, dit Imogen d'une voix tremblante. Je ne pouvais pas supporter l'idée. Poirot leva la main. Courage, mademoiselle. Nous trouverons le coupable. Mais d'abord, je dois savoir, y a-t-il eu quelque chose d'inhabituel hier? Quelque chose qui n'était pas à sa place? Imogen fronça les sourcils. Pénélope a dit quelque chose d'étrange après le thé. Elle a mentionné un bruit, une voix près de la bibliothèque. Mais quand elle s'est retournée, il n'y avait personne. Poirot fronça les sourcils. La bibliothèque, encore. Frobisher gémit. On en revient toujours à cette maudite pièce. Poirot ne répondit pas. Il se dirigea vers le bureau où Pénélope était assise. Les papiers étaient éparpillés, pas dans leur ordre habituel. Une enveloppe adressée d'une main familière avait été déchirée et son contenu retiré. Seule la signature était restée. Dès plus tard dans la journée, lorsque Pénélope se réveilla enfin, elle était groggy et confuse. Poirot était assis à côté d'elle, le ton doux mais ferme. « Mademoiselle, quelqu'un craignait ce que vous saviez. Qu'avez-vous vu qui ne devait pas être répété ?» Pénélope cligna lentement des yeux, puis murmura « Je ne sais pas si c'était réel. J'étais à moitié endormie. J'ai cru voir Adrian dans le couloir, près du bureau. Il tenait quelque chose, un paquet de papier. Il avait l'air terrifié. À quelle heure était-ce? Je ne sais pas, il faisait nuit, après minuit. » Poirot acquiesça. « Et vous l'avez vu? Je ne crois pas. Je suis retourné me coucher. Je ne voulais pas être impliqué. » À nouveau, elle toussa, puis ajouta « Il y avait autre chose, une odeur. L'eau de Cologne aux agrumes qu'il porte. Elle était partout. » Cet après-midi-là, Poirot demanda à Adrian Marsh de le rejoindre dans la véranda. Adrian arriva l'air hagard, les cheveux légèrement ébouriffés, la cravate défaite. « Vous me rendez nerveux, Poirot, » dit-il. « D'abord, la broche, maintenant Pénélope droguée. Et ensuite, quelqu'un poussé dans les escaliers? »« Je l'espère non, » répondit Poirot. « Mais vous pouvez peut-être aider à empêcher cela. » Adrian ricana. « Ah oui? Comment? » « En disant la vérité, » répondit Poirot d'un ton sec. « Vous avez été vu dans le couloir devant le bureau la nuit où Pénélope a perdu connaissance. Vous teniez des papiers. » Adrian serra les mâchoires. « Je rendais quelque chose, des lettres personnelles de mon père. Cela n'a rien à voir avec... » La broche. Poirot se pencha en avant. « Alors pourquoi vous cacher? Pourquoi fuir comme un voleur dans la nuit? Je ne me cachais pas. »
Alors dites-moi, dit Poirot en le fixant du regard, qu'avez-vous entendu cette nuit-là? Avant que Pénélope ne s'effondre, Adrian déglutit. J'ai entendu une voix de femme qui murmurait, mais je n'ai pas compris les mots. Avez-vous reconnu cette voix? Non, répondit Adrian trop rapidement. C'était juste vague. Le silence de Poirot pesait dans la pièce comme un poids. Puis il dit, « Vous savez bien sûr ce qui se passe ensuite. » Adrian cligna des yeux. « Non. Quoi? » Je rassemble tout le monde. Et je commence à exposer le plan. Cette nuit-là, Poirot resta dans le salon longtemps, après que les autres se furent couchés. Une seule lampe brillait à côté de lui, et la broche Blue Lily forgée reposait à nouveau sur le plateau. Il la fixa, immobile, jusqu'à ce que l'heure soit avancée. Le deuxième crime avait confirmé ses soupçons. Quelqu'un avait tenté de piéger Pénélope. Et lorsque cela avait échoué, il avait tenté de la faire taire, pas définitivement, non, mais suffisamment longtemps pour la discréditer, pour salir sa mémoire, pour la rendre peu fiable. C'était qu'un risque, mais un risque né du désespoir. Il se leva et ajusta ses poignets. La partie était presque terminée. Les pièces étaient en place, mais il était maintenant temps de s'attaquer à l'esprit derrière la supercherie, celui qui comprenait la peur et l'utilisait avec une précision chirurgicale. Le lendemain matin, un silence pesant enveloppait Greenbriar malgré la clarté du ciel bleu au-dessus. C'était le genre de calme anormal qui ne précède pas la paix, mais le poids grandissant d'une révélation. Tous les membres de la maisonnée se déplaçaient avec un peu plus de prudence. Chaque mot échangé semblait porter une question silencieuse. Le domaine, autrefois majestueux et fier, semblait désormais recroquevillé dans l'attente. Hercule Poirot, toujours impeccable, était assis dans la bibliothèque de Lady Winifred, la pièce même qui était devenue le centre invisible de l'affaire. Autour de lui, les livres étaient alignés en rangées solennelles, intactes et immuables, tandis que l'horloge au-dessus de la cheminée égrenait les minutes avec une indifférence totale à l'angoisse humaine. Il avait convoqué Madame Hensley. Dame, gouvernante entra silencieusement, se tordant les mains dans les plis de son tablier, le visage crispé et pâle. « Je vous en prie, asseyez-vous, madame, » dit Poirot en lui indiquant la chaise en face de lui. « Il y a une affaire que j'aimerais élucider, et je pense que vous détenez la clé. » Elle s'assit lentement, le regardant avec inquiétude. « Il y a des années, commença-t-il, il y eut un incident, n'est-ce pas? La brève disparition de la broche Blue Lily. Elle fut rendue quelques jours plus tard, sans explication, et personne n'avoua l'avoir prise. Lady Winifred ne dit rien, bien qu'elle l'ait remarqué. Dites-moi, est-ce vous qui l'avez trouvée? Madame Hensley se raidit. Je ne comprends pas ce que vous voulez dire, mais vous le savez, dit Poirot doucement. La vérité, madame, c'est la seule voie qui vous permettra de sortir de cette ombre. Un long silence s'écoula avant qu'elle ne réponde. Je l'ai trouvée, dans l'armoire à linge, pliante dans l'une des serviettes pour inviter. J'ai pensé que Lady Winifred l'avait peut-être cachée. Elle était connue pour être distraite, même à l'époque, même si elle ne l'aurait jamais admis. Et vous l'avez rendue sans dire un mot. Je craignais ce que cela pouvait signifier. J'ai pensé que quelqu'un l'avait peut-être volée et s'en était ensuite repenti. Ce n'était pas à moi de l'accuser. Poirot se pencha légèrement en avant. Mais quelqu'un l'a pris, et pas par sentiment. Pas même pour l'argent. Il a été pris à cause de ce qu'il représentait. Madame Hensley secoua la tête. Je n'ai jamais demandé. Mais vous vous en doutiez. Sa voix se réduisit à un murmure. Oui, Poirot croisa les mains. Dites-moi alors, que s'est-il passé entre Lady Winifred et cet homme, Daniel Faraday? Elle hésita puis parla. Il était son prétendant il y a de nombreuses années avant son mariage avec Lord Edgar. Ils ont été fiancés pendant une courte période pendant la guerre. Mais quelque chose s'est passé, un scandale. Personne n'en a jamais parlé ouvertement, mais Lady Winifred a appris qu'il avait détourné des fonds
d'un conte du ministère de la guerre. Elle a rompu leurs fiançailles et n'a plus jamais prononcé son nom. Et la broche, c'était un cadeau de lui. Elle l'a gardé malgré tout. J'ai toujours trouvé cela étrange. Poirot acquiesça lentement. L'amour n'est pas si facile. À oublier que les apparences, et la culpabilité encore moins. Une fois seul, Poirot retourna au bureau et ouvrit la petite boîte en métal où il avait trouvé la deuxième lettre signée D. Cette fois, il ne porta pas son attention sur le papier mais sur la boîte elle-même. Elle était doublée de velours, défraîchie par le temps, mais dans un coin, le tissu était légèrement effiloché, comme si quelque chose avait été caché dessous. Du bout de l'ongle, Poirot souleva le velours. Là, enfoncé dans le creux, se trouvait un morceau de papier fragile, vieilli, jauni et presque désintégré. Il le retira avec précaution et le déplia. L'écriture était faible mais indubitablement féminine. La lettre était datée de mars 1918. « Daniel, je ne peux pas prendre part à ta supercherie. Ce que tu as fait est inexcusable. Tu dois rendre l'argent, sinon j'écrirai moi-même à ton commandant. Je garderai la broche que tu m'as donnée, mais pas comme gage d'amour. Plutôt comme souvenir du prix que j'ai payé pour t'avoir fait confiance. » Winifred Poirot expira lentement. Ainsi, la broche Blue Lily était un vestige de trahison et non d'amour. Plus encore, elle était devenue un symbole de culpabilité. L'aveu tacite de Lady Winifred qu'elle avait failli épouser un homme capable de fraude, et qu'elle avait choisi, par loyauté ou par honte, de ne rien dire. Mais si Daniel était mort 2 ans auparavant, qui avait écrit la fausse lettre? Et qui avait su imiter sa présence dans sa vie, juste assez pour la déstabiliser? Poirot retourna la lettre originale. Une légère trace d'encre maculait le coin arrière. Une adresse à Londres, griffonnée à la hâte puis rayée. Et soudain, une nouvelle possibilité se dessina. Quelqu'un avait lu cette lettre avant Poirot. Quelqu'un qui savait où elle était conservée. Pas Madame Ainsley. Elle ne savait pas que la boîte pouvait être ouverte, mais quelqu'un qui avait accès au bureau de Lady Winifred, à son cabinet de travail, à son passé privé. Quelqu'un d'assez désespéré pour manipuler la mémoire et la peur afin de masquer un crime plus grave. Poirot se rendit ensuite chez le docteur Simon Relke, qui était en train d'étudier le dossier médical de Pénélope dans le salon des invités. « Docteur, dit Poirot d'un ton suave, êtes-vous certain que mademoiselle Drake a reçu du chlorhydrate? »« Oui, répondit Relke, les symptômes correspondent. Elle se remettra, mais quelqu'un lui en a clairement administré dans le but de supprimer sa mémoire ou sa cohérence. Ce médicament est-il facile à se procurer? Entre de mauvaises mains, oui, mais peu de gens savent comment l'utiliser. Correctement. Il doit être administré avec précaution. Diriez-vous, demanda lentement Poirot, que ce médicament pourrait également imiter les symptômes cardiaques chez un patient plus faible? Relke leva les yeux, surpris. Oui, dans certains cas. Il peut déprimer le système nerveux central, en particulier chez une personne souffrant déjà de complications cardiaques. Poirot acquiesça légèrement. « Merci, docteur. » Il partit sans un mot. Relke le regarda s'éloigner, le visage impassible. En fin d'après-midi, Poirot rejoignit l'inspecteur Frobisher dans le salon, où la broche contrefaite était désormais exposée dans une petite vitrine sur la cheminée. « Je l'ai, » dit simplement Poirot. Frobisher se pencha en avant. Le meurtrier, non pas encore, mais le mécanisme. La broche était une fausse piste, certes, mais plus que cela, c'était un indice. Elle nous a menés aux lettres, les lettres nous ont menés à la contrefaçon. Et la contrefaçon? Celle-ci révèle l'esprit derrière le crime. Expliquez-moi. Poirot désigna la vitrine. Celui qui a placé la fausse broche connaissait parfaitement son design. Ce n'est pas une simple copie bon marché, elle est finement travaillée. Une contrefaçon qui a nécessité des semaines de préparation. Quelqu'un a planifié cela bien avant le meurtre. Alors la mort de Lady Winifred n'était pas spontanée? Non, répondit Poirot en plissant les yeux. Elle était planifiée. Frobisher serra les lèvres. Alors qui? Poirot haussa un sourcil.
Je dois tester la psychologie une fois de plus. Mais une chose est désormais claire. Il s'approcha de la vitrine, l'ouvrit et retira la broche. Dans chaque meurtre, dit-il doucement, il y a un moment de préparation. Mais ici, il y a eu un moment d'exécution. Il retourna la broche. La goupisse avait été soudée de manière inhabituelle, formant un compartiment caché à l'intérieur, à peine visible. Poirot l'ouvrit avec l'ongle. À l'intérieur se trouvait un morceau de papier, un nom griffonné à la hâte, l'encre maculée. Imogen. Poirot resta immobile. Il ne dit pas un mot. L'indice avait été caché, délibérément placé à l'intérieur du faux, et il portait le nom de la femme qui l'avait appelé. Un appel à l'aide, un piège, ou quelque chose d'autre. La psychologie ne suggérait plus seulement le désespoir, elle suggérait la culpabilité, la manipulation, la peur enfouie sous un masque d'innocence. Le temps des discussions était révolu, l'heure des révélations avait sonné. Le crépuscule tomba sur Greenbriar avec une précision théâtrale, peignant les murs du manoir de nuances solennelles, de prune et d'indigo. Les ombres s'allongèrent sur le parquet et les lampes dorées s'allumèrent une à une, comme pour préparer la maison à un acte final. Poirot se déplaçait avec une intention posée, chaque pas était calculé, chaque regard aiguisé. Depuis qu'il avait découvert le bout de papier portant le nom d'Imogen à l'intérieur de la broche contrefaite, il n'avait parlé à personne, pas même à l'inspecteur Frobisher. Mais maintenant, le moment était venu. Peu après 7 heures, il convoqua toute la maisonnée dans le salon. Le feu crépitait, les rideaux étaient tirés, et la broche Blue Lily, à la fois le faux et le fermoir brisé révélant le nom caché, reposait sur un tissu de velours au centre de la table. Adrian Marsh arriva le premier, se prélassant près de la cheminée, les bras croisés et l'air désintéressé. Le docteur Relke le suivit, les lèvres serrées, se tenant près du meuble à liqueur, mais sans faire un geste vers les carafes. Madame Ainsley entra à son tour, les mains jointes, les yeux cernés d'inquiétude. Penelope Drake, désormais complètement remise mais encore pâle, s'assit tranquillement près de la cheminée. Imogen arriva la dernière. Elle avançait lentement, prudemment, comme si elle sentait que l'atmosphère de la pièce avait irrémédiablement changé. Elle ne regarda pas Poirot et s'assit près de la porte. Poirot, impeccablement vêtu de gris tourterelle, s'éclaircit la gorge. « Mes amis, commença-t-il, je vous remercie d'être venus. Je ne vais pas prolonger ce qui doit être dit. Le temps du silence est révolu. » Il marqua une pause et jeta un coup d'œil à la broche. « Lady Winifred Marsh n'est pas morte de cause naturelle. Non, sa mort a été précipitée par la peur, et cette peur a été provoquée. » Un murmure parcourut la pièce. Poirot leva la main. La broche Blue Lily n'a pas simplement été volée, elle a été remplacée par une contrefaçon. Non pas dans un but lucratif, mais pour faire de l'effet. Un coup psychologique. Un rappel d'un secret enfoui depuis longtemps, un secret qui hantait Lady Winifred depuis des décennies, un secret impliquant un homme nommé Daniel Faraday. Imogen retint son souffle. « Oui, mademoiselle, dit Poirot en se tournant vers elle. Vous connaissez ce nom. Votre grand-tante était fiancée à lui. Il a trahi sa confiance, lui a volé, de l'argent pendant la guerre. Elle a rompu leurs fiançailles, mais a gardé la broche. Un symbole peut-être d'une leçon apprise. Il marcha lentement entre les chaises. Des années plus tard, quelqu'un a ressuscité ce secret. Une lettre est apparue signée uniquement D. Elle la mettait en garde contre les conséquences, faisant allusion à la résurrection de la honte. Cette lettre n'avait pas été écrite par Daniel Faraday. Il était mort 2 ans auparavant. La lettre était un faux, tout comme la broche, et les deux avaient été conçus pour avoir un seul effet, terrifier Lady Winifred. Le docteur Relke remua. « La terrifier à mort ?»« Exactement, » dit Poirot doucement. Son cœur était fragile, certes, mais son esprit était vigilant. Quelqu'un savait qu'elle avait lu de vieilles lettres. Quelqu'un craignait qu'elle ne révèle quelque chose. Alors ils ont agi. Il se tourna vers Pénélope. Mademoiselle Drake a également failli être réduite au silence. On l'a droguée.
Pas pour la tuer, non, mais pour la discréditer, pour embrouiller sa mémoire, parce qu'elle a vu quelque chose la nuit où Lady Winifred est morte. Elle a vu une silhouette quitter le bureau. Un homme. Il tenait des papiers. Il sentait les agrumes. Adrian serra les mâchoires. Encore ça? Vous, monsieur Marsh, vous étiez effectivement près du bureau, mais vous n'avez pas tué votre belle-mère. Non, votre crime était celui de la lâcheté. Vous craigniez d'être découvert, non pas parce que vous aviez agi, mais parce que vous aviez échoué à agir. Vous saviez que quelqu'un d'autre préparait quelque chose. Vous avez reconnu le faux avant les policiers. Vous l'avez vu dans son coffret à bijoux, et vous n'avez rien dit. Adrian détourna le regard. Qu'est-ce que cela aurait changé? Poirot se retourna brusquement. Une question d'honneur, monsieur. Le silence retentit à nouveau. Poirot retourna à la table et ramassa la broche, la retournant avec précaution. Il y a un détail que personne n'avait remarqué jusqu'à présent. Le fermoir était inhabituel. En l'examinant de près, j'ai découvert une fente cachée. À l'intérieur, un nom écrit à la hâte. Il brandit le bout de papier. Imogen, tous les regards se tournèrent vers lui. Imogen ouvrit la bouche, mais aucun son ne sortit. Je ne crois pas que Lady Winifred ait écrit cela, poursuivit Poirot. Elle n'aurait pas caché le nom de sa nièce dans une réplique de broche. Elle n'aurait pas non plus dissimulé cela de manière aussi maladroite. Non, c'est le faussaire qui a laissé cela. Une touche finale. Une diversion. Cela devait piéger Mademoiselle Imogen au cas où la broche serait découverte et examinée de près. Un plan de secours. Il se tourna vers Pénélope. Vous m'avez dit un jour que Lady Winifred voyait clair dans le jeu des gens, qu'elle savait reconnaître la vérité derrière les masques. Je crois qu'elle en était capable. Et je crois que c'est pour cela qu'elle a commencé à soupçonner quelqu'un de proche. Quelqu'un en qui elle avait confiance. Il se tourna vers Imogen. Et je crois qu'elle vous l'a dit, mademoiselle. Elle vous a prévenu à sa manière que tous ceux qui vivaient sous son toit n'étaient pas dignes de confiance. Imogen acquiesça lentement, les yeux remplis de larmes. Elle a dit ces mots. Je pensais qu'elle parlait d'Adrien. Non, dit Poirot doucement. Elle parlait du docteur Relke. Toutes les têtes se tournèrent vers le médecin. Il ne broncha pas. Elle a modifié son testament, poursuivit Poirot. Mais vous ne vous en êtes pas informé, n'est-ce pas, docteur? Parce que vous ne lui faisiez plus confiance. Vous risquiez de perdre votre poste d'exécuteur testamentaire. Pire encore, vous craigniez qu'elle ne révèle ce qu'elle commençait à soupçonner, que vous lui prescriviez des médicaments, non pas pour la soigner, mais pour l'affaiblir, pour la rendre plus docile, plus anxieuse, plus influençable. Vous ne pouvez pas le prouver, dit Relke d'une voix calme. La voix de Poirot se fit plus ferme. Non, vous avez mal calculé la dose de ces sédatifs à 2 reprises le mois dernier. Une infirmière que vous avez renvoyée avant de prendre son traitement en charge l'a confirmé. Lady Winifred tenait son propre journal des symptômes. Et la veille de sa mort, elle a complètement arrêté de prendre ses comprimés. Il y s'approcha. Vous saviez qu'elle avait arrêté, qu'elle commençait à avoir des soupçons. Vous avez rédigé la lettre de D pour la perturber. Et lorsque cela a échoué, vous avez laissé la fausse broche, sachant exactement ce que cela provoquerait. Cela ne la tuerait pas immédiatement, mais cela affaiblirait son cœur, provoquerait une crise que vous pourriez attribuer à une cause naturelle. Après tout, vous aviez déjà tout prévu. Vous avez signé le certificat vous-même. Le docteur Relke le fixa, immobile. Tout cela n'est que spéculation. Non, dit Poirot. C'est une déduction. Basée sur la psychologie, les schémas et les motifs. Vous étiez le seul à avoir les moyens, l'accès et le détachement clinique nécessaires pour construire un crime fondé sur la peur. Vous n'avez pas agi sous le coup de la passion. Vous avez agi de manière calculée. Vous avez piégé Imogen, comme plan de secours. Et quand Pénélope en a trop vu, vous l'avez droguée. Ou plutôt, vous avez fait en sorte que cela arrive, probablement en glissant la dose dans quelque chose qu'elle avait mangé plus tôt dans la journée. Frobisher, qui était resté silencieux jusqu'à présent, s'avança.
Relke, nous allons devoir vous suivre. Relke perdit son sang-froid. Elle allait détruire tout ce que j'avais construit. Je m'étais occupé d'elle pendant des années. Des années. Et puis, soudainement, à cause de quelques lettres, elle s'est retournée contre moi. Poirot ne dit rien, Relke regarda autour de lui. Personne ne croisa son regard. Il redressa son col et se dirigea silencieusement vers la porte. Frobisher le suivit. Une fois la pièce vide, Imogen resta assise, les épaules tremblantes. « Elle ne méritait pas ça, murmura-t-elle. Rien de tout ça. » Poirot s'assit à côté d'elle. Non, mais elle a vu clair à la fin. Et dans son dernier silence, elle a confié la vérité à quelqu'un qui ne l'ignorerait pas. Pénélope. « Et à vous, dit Poirot doucement. C'est vous qui m'avez appelé. C'était la première faille dans le plan. » Imogen essuya une larme. « Est-ce que ça aura de l'importance ?» Poirot se leva. La justice a toujours de l'importance, même quand elle arrive trop tard. Il s'approcha de la fenêtre. Dehors, le jardin s'épanouissait à nouveau sous la lumière déclinante. Les ombres s'étaient allongées, mais dans l'esprit de Poirot, le puzzle était complet. Le lendemain de l'arrestation du docteur Simon Relke, le matin se leva dans un silence inquiétant. Les chuchotements dans les couloirs et les pas prudents dans l'escalier avaient disparu. Greenbriar semblait vide, moins comme une demeure seigneuriale que comme un théâtre après le dernier acte, le décor restant en place alors que les acteurs avaient tous salué. Hercule Poirot se tenait une fois de plus dans le salon, regardant pensivement la cheminée. La broche en forme de lys bleu, dont le fermoir était désormais définitivement ouvert, avait été replacée dans son écrin posé tranquillement sur la cheminée. La vérité qu'elle dissimulait, enfouie sous des couches de silence, de fierté et de tromperie, avait enfin été mise au jour. Penelope Drake entra sans faire de bruit. « Vous avez fait vos valises » remarqua-t-elle en apercevant la petite valise posée près du fauteuil. « Mais oui, » répondit Poirot avec un petit sourire, « l'affaire est close, et j'ai d'autres engagements qui requièrent mon attention. » Elle traversa lentement la pièce, les bras croisés. « Cela me fait bizarre. C'est comme si la maison elle-même avait changé de forme. » Poirot acquiesça. « C'est le cas. Pas physiquement, mais dans son esprit. La peur a habité cet endroit. Trop longtemps, mademoiselle. Et la peur, comme la moisissure, ne part pas sans laisser de traces. » Pénélope resta silencieuse un instant, puis demanda doucement « Était-ce toujours lui ?»« Le docteur ?» Poirot marqua une pause. « Ce n'était pas toujours lui, dit-il enfin, mais c'est devenu lui. Dans son esprit, il s'était convaincu qu'on lui devait quelque chose. Les soupçons de Lady Winifred menaçaient l'héritage qu'il s'était construit. Il se considérait comme indispensable, et donc en droit d'y prétendre. Pénélope fronça les sourcils. Il semblait rationnel, professionnel. En effet, et c'est ainsi qu'il a commis un crime rationnel et professionnel. Pas de sang, pas d'armes. Juste une pression exercée sur l'esprit et le cœur jusqu'à ce que le corps capitule. Le plus élégant des meurtres, n'est-ce pas? Le plus invisible. Mais il n'a jamais été parfait. L'esprit trahit toujours le meurtrier. Un choix trop astucieux, un geste trop répété. C'est là que Poirot voit la vérité. Elle acquiesça lentement. « Je ne sais toujours pas comment. J'ai échappé à cela. »« Vous n'y avez pas échappé, » répondit gentiment Poirot. « Vous y avez résisté, il y a une différence. » Il se tourna vers le couloir. « Puis-je parler à Imogen ?»« Elle est dans la bibliothèque, » dit Pénélope. « Elle n'en est pas sortie de toute la matinée. » Poirot inclina la tête. « Merci. » La bibliothèque était sombre malgré la lumière du jour. D'épais rideaux tamisèrent le soleil, et le seul bruit était le tic-tac de l'horloge comtoise. Imogen était recroquevillée dans le fauteuil à haut dossier près de la cheminée, un livre ouvert sur les genoux, mais sans le lire. Elle leva les yeux lorsque Poirot entra. « Vous partez ?» dit-elle. « Oui. » Imogen se leva lentement. « Je suppose que je devrais vous remercier, mais je ne sais pas trop pourquoi. Pour la vérité ou pour la destruction qu'elle a causée. » Poirot la regarda avec une douceur inhabituelle. « Peut-être les deux. »
On ne peut pas toujours choisir quelles ombres il faut lever pour y voir clair. Imogen s'approcha de la cheminée et fixa la grille froide. Pensez-vous qu'elle savait, je veux dire, vraiment savait, que c'était lui? Je pense que oui, répondit Poirot. Pas avec certitude, mais instinctivement. L'esprit peut douter, mais le cœur sait souvent. C'est pourquoi elle a caché les lettres, pourquoi elle a arrêté de prendre ses médicaments, pourquoi elle n'a rien dit. Elle craignait davantage la confrontation que les conséquences. Elle était si forte, murmura Imogen. Mais à la fin, dit Poirot doucement, elle est morte dans la dignité. Elle n'a pas donné son nom, elle n'a pas accusé, mais elle a laissé juste ce qu'il fallait, ses journaux, ses notes, ses modifications au testament. Pour que quelqu'un d'autre découvre la vérité, elle voulait que je la trouve. Elle avait confiance en vous. Les yeux d'Imogen brillèrent. Et Pénélope, elle a tout risqué pour me protéger. Elle a fait plus que cela, dit Poirot. Elle vous a sauvé de tout soupçon en vous servant de bouclier, même si cela lui a coûté son confort et sa sécurité. Elle reste, dit Imogen, un léger sourire apparaissant sur ses lèvres. Elle m'a demandé si je le voulais bien. J'ai dit oui. Alors peut-être que quelque chose de sincère pourra naître de cette tragédie. Ils restèrent silencieux pendant un long moment. Finalement, Imogen murmura « Elle disait toujours que la broche était magnifique mais maudite, qu'elle lui rappelait une erreur. » Poirot jeta un coup d'œil à la cheminée. « Ce n'était pas la broche, mademoiselle. C'était ce qu'elle représentait. On ne peut pas porter le passé comme un bijou. Il pèse différemment sur chaque âme. » À midi, les nuages avaient recommencé à s'amonceler. Poirot sortit dans la cour avec sa valise. La voiture qui devait le conduire à la gare attendait patiemment devant le portail. En passant devant les rosiers, il aperçut Madame Hensley agenouillée dans la terre, s'occupant des racines avec douceur. Elle leva les yeux à son approche. « Vous partez ?»« Oui, madame, mon travail ici est terminé. » Elle se leva lentement. « Pensez-vous que la paix reviendra ?» Poirot acquiesça lentement. « Le temps est le meilleur remède. » Et le silence, lorsqu'il suit la vérité plutôt que la peur, devient sérénité. Elle sourit faiblement. Lady Winifred n'a jamais aimé se reposer. Peut-être le fera-t-elle maintenant. Poirot souleva son chapeau. « Au revoir, madame. » Dans la voiture, Poirot se pencha en arrière, regardant le manoir disparaître derrière les haies qui se dressaient devant lui. Il laissa ses pensées s'apaiser, faisant un dernier tour d'horizon avant de clore l'affaire. Un meurtre calculé, exécuté sans effusion de sang, une broche utilisée comme arme psychologique, une lettre falsifiée avec une précision chirurgicale. Tout cela dans le but d'éroder la force de la victime sans éveiller les soupçons. Ce n'était pas la brillante exécution du crime qui avait failli réussir, mais sa retenue. Et pourtant, il avait échoué. Pourquoi? À cause de l'amour. L'amour de Pénélope pour Imogen. L'amour d'Imogen pour la vérité. Même les sentiments cachés de Lady Winifred avaient en joué un rôle. Poirot sourit faiblement. En fin de compte, murmura-t-il, c'est toujours le cœur humain qui décide de l'issue, pas l'esprit, pas l'arme, pas la peur. La voiture s'engagea sur la route de campagne, et Greenbrier disparut derrière les arbres. Ce soir-là, dans un petit compartiment du train à destination de Londres, Poirot dîna modestement et rédigea sa dernière note dans le journal relié en cuir qu'il tenait pour les affaires particulièrement complexes. Dossier, l'énigme de la broche bleu crime, manipulation psychologique ayant entraîné la mort. Victime, Lady Winifred Marsh. Coupable, Dr Simon Relke. Méthode, peur induite par un faux symbole et l'utilisation abusive de médicaments. Mobile, contrôle financier, préservation de l'autorité. Catalyseur, découverte de faux documents et modifications. De la structure successorale, résolution, aveu implicite. Profil psychologique complet. Réflexion finale. Même le meurtre le plus silencieux laisse des traces, non pas dans la poussière, mais dans les schémas comportementaux humains. Et c'est dans ces traces délicates,
invisible pour la plupart, qu'il faut chercher. Ce n'est pas la broche qui a tué Lady Winifred, c'est le passé. Et le passé, mes amis, ne reste jamais vraiment enfoui. Il referma le livre, alors que la campagne défilait derrière la fenêtre et que le train roulait au rythme régulier. Hercule Poirot croisa les mains sur son gilet et s'accorda enfin un moment de repos.